Mesdames et messieurs, bonsoir. Le cabinet de loi de Côte d'Ivoire vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence cet après-midi à l'occasion de la présentation annuelle des dispositions de l'année fiscale. Présentée sous le thème « Mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir la croissance économique de la Côte d'Ivoire », cette rencontre présentera les nouvelles dispositions de l'annexe fiscale 2016 et leur impact pour les opérateurs économiques. Le programme de cette rencontre débutera par le mot de bienvenue de M. Marc Wabi, directeur général de Deloitte Côte d'Ivoire. Après cette allocution, nous suivrons attentivement l'intervention de nos experts fiscaux. M. Charles Gougoua, senior manager de Deloitte Côte d'Ivoire, du département juridique et fiscal. Madame Régine Didi, manager au département juridique et fiscal de Deloitte Côte d'Ivoire. Madame Christine Nassad Dakouri, superviseur au département juridique et fiscal de Deloitte Côte d'Ivoire. Monsieur Joani Atiabois, superviseur au département juridique et fiscal de Deloitte Côte d'Ivoire. Ils nous présenteront les nouvelles mesures pour la mobilisation des ressources nécessaires pour soutenir la croissance économique en Côte d'Ivoire. Au terme de la présentation, nous aurons une session d'échange et de questions pour vous apporter des éclairages supplémentaires. Après ces questions, nous aurons l'intervention de M. Kamagaté Daouda, représentant de la Direction générale des impôts, suivi du mot de fin de M. Marc Wabi, directeur général de Deloitte Côte d'Ivoire, et d'un cocktail de fin qui clôturera notre rencontre de cet après-midi. Honorables invités, mesdames et messieurs, sans plus tarder, accueillons chaleureusement M. Marc Wabi, directeur général de Deloitte Côte d'Ivoire, pour le mot de bienvenue. Monsieur le représentant, Monsieur Kamagaté Daouda, sous-directeur à la direction de la législation et du contentieux de la direction générale des impôts, représentant le directeur général des impôts. Je pense qu'il doit avoir une vacance sous ce poste-là. Donc, représentant le directeur général des impôts et messieurs les présidents des conseils d'administration, directeurs généraux et responsables de services, mesdames et messieurs, honorables invités, je suis honoré d'introduire cette, je ne sais même plus, ça doit être la 4e ou la 5e session de présentation des mesures fiscales dans le cadre de l'annexe fiscale. Je suis d'autant plus honoré que chaque fois que nous présentons cet événement, et malgré le fait que bon nombre beaucoup avant de nous les présenter, vous êtes toujours aussi nombreux. C'est la marque de la confiance que vous accordez à notre firme. C'est aussi la marque du témoignage du professionnalisme de nos experts, et je voudrais avec eux être heureux de votre présence et vous en remercier. Je voudrais aussi excuser tout nouveau ministre du budget et de la gestion du portefeuille de l'État qui a choisi la présente date avant bien sûr qu'il y ait ce remaniement ministériel. Et malgré le fait que j'étais sûr qu'il aurait été dans le prochain gouvernement, il n'a pas pu se donner le temps de venir aujourd'hui, mais il m'a traduit toute son amitié et il m'a également demandé de vous traduire, de vous présenter ses excuses, de ne pouvoir pas être là aujourd'hui, compte tenu donc de son important calendrier, le gouvernement étant connu qu'il y a seulement 2 jours. Mais je pense que M. Kamagaté vous le dira aussi, il était très attentif à l'effet d'être aujourd'hui devant vous afin de vous expliquer le contexte et l'essence des dispositions qu'il a demandé qu'ils soient initiées au sein de la Direction générale des impôts. Donc je me ferai fort, et M. Kamagaté avec moi, de lui faire un résumé des commentaires, de vos suggestions et des recommandations que vous pensez nécessaire de prendre en compte dans les prochaines décisions qu'il aura à prendre. L'annexe fiscale 2016
est dans la ligne des différentes dispositions qui ont été prises ces 3 dernières années, à savoir de favoriser le développement économique en Côte d'Ivoire, d'accélérer les réformes et de permettre aux entreprises de réaliser leurs activités dans un environnement beaucoup plus compétitif, mais dans un environnement propice au développement de leurs affaires. Nous avons retenu, en tout cas de l'analyse des nouvelles dispositions qui ont été prises, que les principaux objectifs concernent la promotion de l'emploi et la lutte contre le chômage, notamment le chômage des jeunes. Cela s'explique par, et les experts après moi vous le présenteront, les crédits d'impôt qui vous sont proposés lorsque vous embauchez un jeune, ou lorsque vous embauchez tout simplement une personne pour la première fois, des crédits d'impôt BIC, des exonérations de contributions employeurs. Donc les personnes après moi vous expliqueront donc les raisons qui ont milité donc à toutes ces dispositions. Donc favoriser l'emploi des jeunes, c'est une ambition forte de notre gouvernement, de faire en sorte que les jeunes diplômés qui sont nombreux dans notre pays puissent trouver un emploi. Et aujourd'hui, le mécanisme fiscal est reconnu comme un élément qui devrait pouvoir impulser donc cet élan d'embauche et de recrutement des jeunes. Bien sûr, comme les années précédentes, il n'y a pas de nouvelles taxes. Et principalement cette année, une disposition forte qui a été prise vise à alléger donc la charge des contribuables, à faciliter les procédures, à moderniser donc le système fiscal. C'est la disposition relative donc au formulaire de déclaration unique, de déclaration de paiement unique des impôts, qui rentre dans la droite ligne de la couverture des points identifiés par le Doing Business pour permettre à notre Côte d'Ivoire à notre pays d'être reconnu comme un pays émergent. Ensuite, favoriser l'investissement des entreprises, parce que vous vous rendrez compte, dans la présentation qui va vous être faite tout à l'heure, on ne va pas se focaliser uniquement sur l'annexe fiscale, on va d'abord se focaliser sur l'ensemble des dispositions nouvelles qui ont été prises en 2015, se focaliser sur l'annexe fiscale et également sur un certain nombre de dispositions qui ont été prises vers la fin de l'année et peut-être en début de cette année. Donc notamment, en termes de favoriser le développement et l'investissement, le réinvestissement des entreprises, c'est la disposition concernant le crédit bail. On fera un petit point là-dessus pour que vous voyez les dispositions que l'État de Côte d'Ivoire prend pour vous aider à reconstituer votre outil de production et à accélérer donc vos activités. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure en venant ici que innover, c'est ne pas faire comme avant et ne pas faire comme les autres. Et nous sommes continuellement en train de rechercher les voies d'innovation de nos différentes actions, de nos différents événements, de sorte que vous soyez toujours heureux de venir participer donc à nos manifestations et de vous rendre compte que l'année dernière n'était pas comme cette année. Et cette année, nous avons, et c'est un élément que j'avais voulu de présenter au ministre Abdourahmane Cissé, c'est nous avons questionné, nous avons demandé votre niveau de satisfaction par rapport aux dispositions qui ont été prises ces 3 dernières années dans notre pays au niveau fiscal. Donc je vais vous donner donc la primeur donc des résultats des enquêtes de satisfaction qui ont été faites donc sur une population de plus d'une centaine d'entreprises et nous vous avons questionné sur votre niveau de satisfaction par rapport aux principales dispositions fiscales qui ont été prises soit dans les différentes dispositions de l'annexe fiscale, soit au cours de l'année dans le cas des arrêtés, des clarifications, des notes, des directives qui ont été prises donc par l'administration fiscale. Parce que les résultats, vous les découvrez et ils traduisent le sentiment que chacun de vous ressent. Donc, globalement, vous percevez que la pression fiscale en Côte d'Ivoire reste forte. Donc, il y a 48% donc, de la population qui a été interviewée qui est moyennement satisfaite donc, des dispositions. On a 17% qui sont totalement insatisfaits. Ces 17%, on les trouve généralement dans les sociétés de télécommunications qui ont été fortement donc,
je n'ai pas dit d'arrêter, mais qui ont fortement souffert des dispositions des 3 dernières années. L'autre constat qu'on peut tirer, et qui est fort, et c'est un élément à noter, parce que nous, en tant que consultants, on le note chaque fois, mais également vous aussi, les contribuables ressentent que leur droit de recours n'est pas suffisamment pris en compte par le dispositif fiscal. Notamment, ils remontent que lorsqu'ils engagent des recours auprès du ministre, que généralement, c'est la position de la Direction générale des impôts qui prime. Je suppose que j'aurais dans la phase des questions-réponses, je serai preneur de vos avis par rapport à tous ces éléments. Également, les contribuables apprécient l'élan de modernisation du système fiscal entrepris par l'État de Côte d'Ivoire. Malgré le fait que les contribuables pensent que la pression fiscale est forte, ils sont tous d'accord pour dire que les efforts importants sont faits au niveau de l'administration fiscale pour moderniser le dispositif, pour faciliter la compréhension des tests et l'application des tests. Donc, ce qui est à mettre donc, au crédit donc, de notre administration fiscale. Et je pense que cette administration fiscale a été fortement récompensée puisque son premier responsable a été reconnu et a eu une position au sein du gouvernement de notre pays. Les mesures les plus décriées, les plus appréciées, c'est bien sûr 27% de la population pense que la réduction du taux du droit d'enrichissement et généralement de tous les taux de droit de mutation qui ont été réduits de moitié ou même de plus de moitié sont l'une des baisses des dispositions qui ont été prises. Ensuite vient l'institution d'un formulaire unique de déclaration et de paiement des impôts. Les contribuables, et c'est à bon droit, pensent que c'est une bonne disposition qui devrait faciliter leur vie. De la même façon, les contribuables demandent à la Direction générale des impôts de poursuivre le mécanisme de télépaiement, de digitalisation donc, de la relation entre les contribuables et l'administration fiscale. J'ai eu l'honneur d'être invité par le directeur général des impôts pour donner notre avis avant l'apparition de ce formulaire. Je peux vous dire que c'est le début d'une modernisation complète, d'une numérisation des relations donc, avec la Direction générale des impôts. Et cette disposition est fortement appréciée par les contribuables. 24% des populations sondées ont apprécié l'exonération aux ITS des sommes versées par les entreprises dans le cadre de la couverture maladie de leurs salariés, ce qui est une chose qui était appelée depuis très très longtemps, et vous avez apprécié que des dispositions soient prises donc, pour ce point-là. L'autre, on ne peut pas parler des dispositions qui sont appréciées sans parler des dispositions qui ne sont pas du tout appréciées. Donc 48% n'ont pas apprécié l'institution d'une taxe de 3% d'assises sur les coûts des communications mobiles et de l'Internet, qui d'ailleurs a été répercutée à chacun d'entre vous, pour information. Vous avez vu vos factures de téléphone et de mobile s'accroître. Mes enfants se plaignent beaucoup de ce que les crédits d'Internet qu'ils avaient sont consumés beaucoup plus rapidement qu'avant. 35% pensent que l'augmentation de 3 à 5% de la taxe des entreprises des télécommunications des types n'est pas une bonne mesure. Et également 30% pensent également que l'augmentation à 30% de l'impôt BIC pour le secteur des télécommunications et des types n'est pas une bonne mesure. Donc, vous voyez, toutes les dispositions qui sont décriées, comme vous avez pu le constater, sont des dispositions qui concernent donc le secteur des télécommunications, qui est un secteur, j'allais dire riche, mais aussi qui est un secteur qui est fortement pressurisé par l'administration fiscale. Sur ce point, je voudrais donc passer la parole à nos experts pour vous faire l'économie donc des dispositions fiscales prévues dans le cadre de la loi fiscale 2016. Je voudrais donc vous remercier donc de votre écoute. Il faut dire que dans le cadre de sa politique économico-sociale, le gouvernement a pris ces dernières années d'importantes mesures visant à doter notre pays d'un dispositif fiscal moderne, attractif et adapté à l'environnement économique international. Parmi ces mesures, on peut citer par exemple le soutien au secteur privé, la lutte contre le chômage et la pauvreté, la promotion de l'emploi,
l'appui aux actions sociales, la lutte contre la fraude fiscale. Il y a également le renforcement des moyens de contrôle de l'administration et la modernisation de l'administration fiscale. Ce sont ces mesures qui ont été prises au cours de ces 5 dernières années. La première année fiscale qui est en vigueur depuis le 4 janvier contient des mesures de nature à consolider et à compléter les acquis de ces dernières années. Donc, l'année fiscale 2016 consolide et complète les acquis des années antérieures. Les mesures contenues dans l'année fiscale 2016 sont de 5 ordres. Les premières mesures sont les mesures de soutien aux entreprises et aux ménages. Les premières mesures sont les mesures de soutien aux entreprises, aux ménages. Deuxième catégorie de mesures sont les mesures de renforcement des moyens de l'État, puisque l'État a besoin de réaliser son programme. Donc, l'État doit mobiliser des ressources. Donc, l'État a prévu de renforcer ces moyens. Troisième mesure sont les mesures de rationalisation et de mesures fiscales. Quatrième mesure sont les mesures techniques. Et enfin, les diverses mesures. J'ai l'honneur de vous présenter les mesures de soutien aux entreprises et aux ménages. Nous avons identifié 9 mesures de soutien. La première mesure concerne les mesures en faveur de l'emploi. Il faut dire que c'est un dispositif en vigueur depuis 2011. Ce dispositif accorde des mesures de faveur aux entreprises qui créent des emplois ou qui participent aux formations des jeunes. Ces mesures concernent l'impôt BIC et l'impôt sur les salaires. En matière d'impôt BIC, par exemple, l'entreprise pourrait bénéficier d'un crédit d'impôt de 500 000 francs. 500 000 francs à condition de créer au moins 5 emplois. C'est une première contrainte. Deuxième contrainte, il devait s'agir d'un premier emploi. Toutes ces contraintes ont limité un peu la portée de ces mesures-là. Donc la loi fiscale 2016 vient un peu renforcer ce dispositif-là en accordant plus de faveur, en allégeant ces contraintes-là. Donc la condition tirée du premier emploi a été assouplie. Également, concernant le nombre d'emplois à créer pour bénéficier, cette mesure-là a été assouplie en ce qui concerne les PME. Par PME, il faut entendre les entreprises qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 1 milliard. Donc, désormais, comme mesure de faveur, le crédit d'impôt a été relevé et est passé de 500 000 francs à 1 million. Donc, c'est une mesure de faveur. Donc, le montant a été relevé. Il passe maintenant de 500 000 à 1 million. Deuxième mesure de faveur, c'est que pour pouvoir bénéficier de cette mesure-là, la condition du nombre d'emplois pour les PME, le nombre d'emplois à créer, minimum est de 2 emplois. Une fois que vous embauchez 2 personnes, au moins, vous pouvez bénéficier de la mesure. Mais en ce qui concerne les grandes entreprises, quand le chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard, la condition reste toujours à 5. Mais seulement avoir créé 5 emplois pour bénéficier de cette mesure-là. Deuxième mesure de faveur, ce sera une mesure de faveur. En ce qui concerne les entreprises qui sont à l'impôt sélectif, ce montant a été réduit à la baisse. Voilà. Les entreprises qui sont sur l'impôt sélectif, le crédit d'impôt dont elles peuvent bénéficier passe désormais à 250 000 francs. Il faut noter, autre précision, c'est que le crédit d'impôt est imputable uniquement sur l'impôt BIC et non sur l'IMF. Dans l'ancien dispositif, il n'y a pas cette disposition. Désormais, le crédit d'impôt s'impute uniquement sur l'impôt BIC. Ce qui veut dire que si vous avez
un IMF à payer, vous ne pouvez pas utiliser ce crédit d'impôt-là. Et ce crédit d'impôt n'est pas restituable et reportable. Une fois que vous n'arrivez pas à l'imputer totalement au cours d'un exercice, vous ne pouvez plus l'imputer ultérieurement. En matière d'impôt sur les salaires, la mesure concerne l'exonération en matière de commission employeur. L'entreprise qui remplit toutes ces conditions peut bénéficier d'une exonération de la commission employeur des salaires versés au titre des emplois créés. La durée de l'exonération est de 2 ans s'il s'agit d'un premier emploi. Mais s'il ne s'agit pas d'un premier emploi, si l'entreprise a embauché quelqu'un qui a déjà eu un premier poste, dans ce cas-là, la durée de la mesure est ramenée à 1 an. Donc ce qu'il faut dire, c'est que, comme mesure de faveur, c'est que la mesure a été étendue à toute embauche. Il n'y a plus d'exclusion, il ne s'agit plus d'un premier emploi, mais à toute embauche. Pour toutes les options de la commission employeur. Autre condition, il faut que les personnes embauchées soient immatriculées à la CNPS. Et pour pouvoir bénéficier de cette mesure-là, les entreprises sont tenues de produire un certificat délivré par la CNPS. La date fixée antérieurement était le 28 avril, mais cette date-là a été reportée, ramenée à la date de déclaration des résultats, soit le 30 avril ou le 31 mai, selon l'explication comment au contribuable. Les mesures que je viens ici concernaient les mesures en matière de création d'emploi. Maintenant, en matière de formation, il faut dire que l'ancien test avait prévu un crédit d'impôt de 1,2 million. Mais à condition de pouvoir bénéficier de cette mesure-là, il fallait obligatoirement embaucher la personne qui est formée. C'était une contrainte. Donc cette mesure-là était vraiment difficile d'application. Donc la loi fiscale 2016 a aménagé ce dispositif-là en ramenant le crédit d'impôt en matière de formation à 500 000 francs. 500 000 francs. À 500 000 francs. Et la condition liée au premier emploi a également été aménagée. En ce qui concerne, a été également aménagée. Dans le cadre de la formation, une fois que au terme de la formation, l'entreprise qui embauche la personne formée peut également bénéficier des mesures prévues en cas de création d'emploi. Voilà. En matière de formation, l'entreprise bénéficie d'un crédit d'impôt de 500 000 francs et si la personne formée est embauchée, l'entreprise bénéficie également d'un crédit d'impôt complémentaire de 1 million, soit un montant total de 1 500 000 crédits d'impôt, à condition d'observer les conditions posées par le test. Autre mesure de faveur concernant la formation et les stages, c'est que les députés de stage, on sait que le ministre des stages est exonéré de la commission employeur et des impôts sur les salaires dans la limite de 100 000 francs. Mais l'exonération, le montant a été relevé à 150 000 francs. Jusqu'à 150 000 francs, la prime de transport et la prime de stage est désormais exonérée des impôts sur les salaires. Et autre précision, c'est que dans l'ancien test, pour bénéficier de cette exonération-là, les députés devaient être versés aux étudiants. Et la commission liée au statut d'étudiant a été supprimée. Toute personne formée ou en stage, qu'elle soit étudiante ou non, peut bénéficier de cette mesure de faveur. C'est une précision qu'il faut. Également, la prime d'apprentissage a été revue à la hausse. Normalement, la classe exonérée est fixée à 100 000 francs au lieu de 50. Parce qu'un employeur verse une prime d'apprentissage à la personne qui est formée, cette prime est exonérée dans la limite de 100 000 francs désormais et non 50 000 francs. Je pense que toutes ces mesures participent à la promotion de l'emploi et à la promotion de l'emploi. Deuxième mesure de soutien concerne les entreprises, les PME.
le gouvernement a voulu aider les PME qui sont dans leur phase de démarrage de leur activité. Alors, en matière d'impôts fonciers, ces entreprises qui remplissent les conditions, qui déclarent dans les délais leur impôt foncier bénéficient d'une réduction d'impôt foncier de 25%, à condition de faire les paiements dans les délais. Nous avons deux délais, le 15 mars et le 15 juin. Si les conditions sont remplies, l'entreprise, les PME qui sont en phase de démarrage peuvent bénéficier de cette mesure de réduction d'impôt foncier. Je pense que c'est une mesure à saluer. Autre mesure de soutien des PME, c'est l'exonération, la commission de patente. Donc les entreprises, les PME qui sont en phase de démarrage bénéficient de 2 années d'exonération de patente, suivant l'année de création. Tout ce point, on peut dire que c'est quand même une faveur. Donc on aura maintenant 3 années d'exonération. D'abord l'année de création d'entreprise, il n'y a pas de patente à payer, plus encore 2 ans, 2 années qui suivent la création d'entreprise. Donc pendant 3 ans, l'entreprise a les PME bénéficient d'une exonération de patente. C'est une mesure également à saluer. La 4e mesure de faveur concerne l'approvisionnement de la régie de crédit TVA. Toute entreprise dispose de crédit TVA, mais n'arrive pas à se faire rembourser, puisque les caisses de l'État, la régie n'est pas suffisamment remboursée. Donc l'année fiscale 2016 a décidé d'affecter au moins 12% des recettes et TVA à cette régie-là. Antérieurement, cette régie était constituée à hauteur de 10% des recettes provenant de la TVA et de la TOB. Donc désormais, afin de renflouer, accroître les fonds de cette régie-là, l'Institut 2016 comment on appelle ça, a rehaussé vraiment à 12%. Donc 12% des recettes provenant de TVA doivent être destinées à la régie de l'entreprise de TVA. Donc c'est une mesure à saluer. 6e mesure, pas entendue par l'entreprise minière pétrolière, c'est la suppression de la procédure d'acquisition des biens par voie d'attestation. Toutes les entreprises minières sont exonérées, les entreprises minières pétrolières sont exonérées de la TVA. Mais la mise en œuvre de cette exonération posait beaucoup de difficultés. Et les fournisseurs n'arrivaient pas à justifier les opérations exonérées et les acquisitions effectuées avec ces entreprises minières-là. Donc il y avait des difficultés de gestion des biens-là. Afin d'alléger toute cette procédure-là, la fiscale a supprimé cette procédure et a institué une procédure simplifiée qui consiste désormais pour les entreprises et bénéficiaires, les entreprises minières, les entreprises pétrolières et les sous-traitants, à déposer une seule attestation d'exonération chaque année. L'avantage de cette procédure, c'est que l'entreprise minière et pétrolière n'a plus besoin pour chaque bien de produire une attestation d'exonération. La seule attestation suffit, produire chaque année suffit pour justifier cette exonération-là. Mais comme en retour, les entreprises bénéficiaires doivent trimestriellement déclarer la liste des biens acquis en exonération de TVA. C'est une obligation nouvelle. Une obligation qui incombe aux fournisseurs, c'est que les fournisseurs chaque mois doivent déclarer la liste des biens livrés en exonération de TVA. Je pense que c'est une mesure de faveur qui vraiment allège la tâche des sociétés minières. C'est vrai que c'est vraiment gagné pour les cabinets qui les assistent dans ces attestations-là. Mais quand même, c'est une mesure à saluer. Mais comme remarque, j'ai constaté que les sous-traitants miniers ne sont pas visés par cette procédure-là. C'est vrai que c'est volontaire. Donc, les sous-traitants miniers, également qui bénéficiaient de cette exonération, de cette procédure-là, ont été exclus. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais c'est une question à éclaircir. Ça veut dire que les sous-traitants miniers ne bénéficient plus
cette procédure d'exonération. Si tel est le cas, quelle sera l'attitude adoptée à ce groupe? Il y a une mesure qui est faite en ce qui les concerne. Autre mesure, c'est l'exportation des produits finis de cacao. Actuellement, les produits finis de cacao subissaient un droit unique de sortie à l'exportation. C'est un droit qui est payé au moins de à l'exportation. Dans la politique du gouvernement, l'État veut amener les entreprises ivoiriennes à transformer les produits agricoles avant de les exporter. Donc, pour encourager ces entreprises ivoiriennes-là, l'État a décidé d'exonérer du DUS tous les produits finis cacao destinés à l'exportation. C'est vraiment une faveur à l'emploi du secteur. Là. Il n'y a plus de DUS, mais la connaissance que l'exonération est accordée par arrêté du ministre du budget après avis d'un comité d'agrément. Ce comité d'agrément, la proposition, les fonctions du comité d'agrément sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, du ministre d'abord du budget, de l'industrie et de l'agriculture. Pour le moment, on n'a pas encore la proposition de ce comité d'agrément, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous les produits finis de cacao sont désormais exonérés du DUS à l'exportation. Par produit fini, il faut attendre les produits issus des processus de transformation, des productions agricoles brutes ou semi-brutes en produits propres à la consommation ou prêts à être consommés ou prêts à être commercialisés. Autre mesure qui concerne l'exportation du cacao, ce n'est pas une mesure qui provient de l'annonce fiscale, c'est une mesure qui s'inscrit également dans la même lignée. C'est que les exportations du cacao effectuées par les opérateurs ivoiriens sont exonérées du DUS également. Mais les volumes et les quantités devant bénéficier de cette exonération ne devraient pas excéder 150 000 ne devraient pas excéder 150 000 tonnes par campagne ou bien 10% du volume total. Ce nouveau dispositif vient supprimer cette condition-là, mais chaque année, l'État, à travers le ministre de l'Agriculture, fixe chaque année cette quantité devant bénéficier de l'exonération. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore les quantités totales concernées par cette exonération. Mais chaque année, on fait ça. Le ministre du budget, le ministre de l'économie et de l'agriculture sont tenus de fixer, chaque année, les quantités concernées par cette exonération. Également, c'est une mesure à saluer. Également, les personnes éligibles, la liste des personnes éligibles est déterminée par le Conseil du café cacao. Autre mesure de soutien, c'est la caution bancaire. Vous savez que lors d'un contrôle fiscal, dès l'instant que vous avez une autre définitive, la loi vous donne la possibilité d'exercer un recours contentieux ou juridictionnel. Mais la condition, il fallait constituer une caution bancaire. Cette caution bancaire était fixée avant 2005 à 25%. Ça a été ramené à 15%, mais malgré cette réduction, vous avez quand même des difficultés à construire cette garantie-là. L'année fiscale 2007 vient réduire ce taux, ramène ce taux à 10%, donc désormais avec 10%, voilà, vous pouvez construire votre caution bancaire et les autres recours contentieux. Les 10% concernent la totalité des droits et libertés mis à vos charges. Voilà. Si vous avez un investissement de 1 milliard, la caution à construire, c'est 10% de ce montant. La dernière mesure de faveur, c'est que l'État, dans sa volonté de lutter contre la pollution, a
a institué l'année passée une taxe sur les opérations d'enlèvement de déchets solides au tarif de 200 francs par kilogramme de déchets éliminés. Compte tenu du volume important des déchets, ces entreprises n'arrivaient pas à refuser de payer ces taxes-là. Surtout là, puisque en moyenne, l'entreprise produit au moins 10 000 tonnes de déchets par jour. Donc s'il faut appliquer 200 francs par kilogramme, c'est quand même énorme. Donc afin de permettre à ces opérateurs de se conformer à la loi, l'année 2016 a réduit à la baisse ce tarif-là, qui est passé désormais maintenant à 50 francs par kilogramme de déchets. Voilà, en quelques mots, les mesures de soutien aux entreprises. Mais l'année fiscale 2016 a également prévu des mesures en faveur des particuliers des ménages. Voilà. Donc c'est avancé des dépôts fonciers. Donc l'impôt foncier a été réduit, donc désormais il est à 12% pour les particuliers. 12%. Soit 9% pour l'impôt sur le patrimoine foncier et 3% sur l'impôt foncier. Donc soit 12%. Donc c'est une réduction d'impôt en faveur des particuliers. Autre mesure de soutien, ça concerne les locations du meuble concernant les particuliers. Les contrats de bail, les locations du meuble sont assujettis à un taux d'ajustement de 2,5%, quel que soit le mode quel que soit les bénéficiaires. Et cette impôt-là est l'achat des locataires. Donc ça constitue quand même une charge supplémentaire pour le locataire. Donc la loi 2016 a décidé de supprimer cette charge-là qui concerne les particuliers qui louent des immeubles à titre d'habitation pour un montant inférieur à 500 000 francs. S'ils avaient un loyer de moins de 500 000 francs, ils ne sont plus tenus de soumettre le contrat de bail à la formation de logement. Toutefois, si le contrat de bail a une valeur de plus de 500 000 francs, on va être tenu de soumettre la formation sur ce contrat de bail. Donc voilà vraiment les mesures de soutien prévues dans la baisse fiscale 2016. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter maintenant les mesures de renforcement des moyens de l'État ainsi que les mesures de rationalisation du dispositif. Alors, en ce qui concerne les mesures de renforcement des moyens de l'État, nous avons recensé à peu près 3 mesures principales, mais j'aimerais m'appesantir sur 2 d'entre elles. La première concerne l'incitation de l'immatriculation fiscale des personnes physiques et morales. Rapidement, le contexte c'était quoi? L'administration fiscale a depuis quelques années incité les contribuables à s'immatriculer. Mais lorsqu'ils le faisaient de bonne foi, ils étaient finalement confrontés à des rappels d'impôts avec des montants qui étaient assez significatifs, qui les décourageaient par la suite à s'immatriculer de bonne foi. Donc du coup, pour éviter de décourager les contribuables qui vont exercer une activité sans être immatriculés, l'administration fiscale a prévu désormais une amnistie fiscale. Alors ça veut dire quoi? Donc si vous exercez votre activité depuis 2012 par exemple, et que vous allez vous immatriculer avant le 30 avril 2016, tous vos impôts et taxes qui étaient en principe dus à la date du 30 avril 2016 sont purement et simplement annulés. Je trouve que c'est une mesure plus qu'incitative pour permettre aux personnes physiques comme morales de le faire. Mais le délai, c'est le 30 avril 2016. Au-delà de ça, je pense qu'on ne bénéficie plus de cette mesure. Ceux qui ne le feraient pas seront amendés et comprennent une amende qui, au lieu d'être à 100 000 francs, serait de 1 million de francs CFA. Et vous savez qu'en matière de déclaration fiscale inexistante, on passe par une taxation d'office. L'administration vous redresse automatiquement avec ses propres chiffres. Et le taux, il est prévu que ce taux-là passe à 200% des droits qui sont réellement dus. Donc ça fait quand même des montants significatifs. Et je pense que c'est très incitatif pour les personnes morales et les personnes physiques d'aller s'immatriculer avant cette date. Donc c'est une mesure à saluer, parce que c'est une véritable amnistie fiscale, il n'y a pas de condition à part la condition du délai. La seconde mesure sur laquelle je voudrais qu'on s'appesantisse un peu, c'est celle sur les paiements en espèces. Alors, désormais, avec l'année fiscale 2016, tout paiement en espèces supérieur à 250 000 francs
concernant certaines transactions que je vais vous citer tout à l'heure, ne seront pas déductibles de votre résultat fiscal. On avait déjà cependant en matière de TVA, tout paiement en espèces supérieur à 250 000 francs, vous ne pouviez pas récupérer la TVA. Bien entendu, si la TVA était déductible. Maintenant, on a le pendant au niveau du BIC. Donc, toutes vos charges devront être payées en espèces et dont le montant est supérieur à 250 000 francs, vous ne pourrez pas récupérer la TVA. Cependant, il y a quand même des exceptions. Les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, vous pourrez les payer en espèces, la charge sera déductible. Mais les primes d'assurance, les indemnités de fonction, les frais généraux et toute autre transaction, c'est-à-dire achat de biens ou prestation de services, qui s'effectuera en espèces et dont le montant excède 250 000 francs, il faut retenir que la charge ne sera plus déductible du résultat fiscal. Alors, bon, nous avons le rétablissement du prélèvement de la compte à retenue à la source. Je vous laisse finir. Bon, dans l'intérêt du temps, je passerai pour la compte sur les revenus locatifs des régimes militaires. Je passerai directement au régime fiscal des cessions d'actions, qui est une véritable problématique que nous rencontrons avec nos clients. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent on assiste au fait que le cédant et le cessionnaire ne sont pas en Côte d'Ivoire. Et nous avons des cessions partielles d'actions, mais des cessions totales d'actions qui n'entraînent pas la disparition de la société dont les actions sont vendues, ni la création d'une société nouvelle. Souvent la question nous revenait de savoir, mais qui supporte les droits d'enregistrement si le cédant et les cessionnaires sont hors de Côte d'Ivoire. Maintenant la question est réglée purement et simple. Déjà, au niveau du taux, il faut savoir que les cessions d'actions étaient enregistrées à 18 000 francs CFA lorsqu'elles n'entraînaient pas la disparition ou la création d'une société nouvelle. Maintenant, elles sont à 1% de votre transaction, du montant de votre transaction. Il y a un grand gap entre 18 000 francs et 1% du montant de la transaction. Ensuite, le redevable de la taxe des droits d'enregistrement, c'est clairement défini. Soit le cédant, à défaut le cessionnaire, à défaut la société dont les actions sont cédées. En tout état de cause, vous êtes appréhendé à tous les niveaux. Les droits d'enregistrement seront payés à l'administration fiscale ivoirienne. Donc du coup, pour moi, cette mesure, M. Tamagaté, on passe c'est pas du simple au double, mais avec un taux de 1% sur le montant des transactions, je pense qu'on aide quand même l'État de Côte d'Ivoire à renflouer un peu cette caisse. Après, M. Tamagaté va nous expliquer les motivations de cette mesure, parce que j'aimerais bien comprendre le fondement. En ce qui concerne les mesures de rationalisation et de modernisation du dispositif fiscal, en gros, ce que vous devez retenir, c'est plutôt des dispositions qui existaient déjà, mais qui n'avaient pas été codifiées. Alors, la première concerne les personnes physiques et morales autorisées à facturer la TVA dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions. Ensuite, le dispositif sur les mesures d'allègement en faveur de l'habitat. Et ensuite, la précision des dates de déclaration et de paiement de certains impôts. Bon, je ne m'appesantis pas dessus parce qu'on va vous donner tout à l'heure le nouveau calendrier des obligations fiscales. Vous aurez toutes les dates qui y figurent. Je voudrais maintenant venir sur un point phare d'innovation dans notre système fiscal qui n'a pas été prévu par la dette fiscale, mais par l'ordonnance 796 du 18 décembre 2015 concernant le formulaire unique de déclaration et de paiement des impôts. Alors, qu'est-ce qui avait motivé cette mesure? C'est tout simplement une bonne cotation du système fiscal ivoirien au niveau du doing business. Alors, comment la Banque mondiale évalue un système fiscal? Ça part déjà du nombre d'impôts que vous devez payer. Ensuite, des paiements fractionnés qu'on vous impose et de ce qu'on appelle le time compliance, qui est en fait le temps que vous mettez pour aller payer vos impôts. Alors, le formulaire unique de déclaration et de paiement, contrairement à ce que certains croient, ce n'est pas seulement un condensé des déclarations, c'est aussi un formulaire de paiement. Alors j'avais demandé à ce qu'on vous distribue un peu ce formulaire, je ne sais pas si ça a été fait, pour que vous voyez comment ça se présente. Dans tout état de cause, vous pouvez le télécharger sur le site de l'administration fiscale et le processus pour le remplir est très clair. Nous l'avons déjà essayé avec certains de nos clients pour
le moment, ça fonctionne correctement. Il faut savoir que ce formulaire, c'est juste une étape pour arriver à la télédéclaration pour nous permettre d'améliorer notre système fiscal et puis vous faire gagner du temps en matière de compliance au niveau de la fiscalité. Alors là, vous avez, puisque maintenant nous avons un formulaire unique de déclaration, en gros, ce formulaire unique de déclaration, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, vous avez une première page qui vous récapitule un certain nombre d'impôts que vous devez payer par un chèque unique. C'est, je crois, l'encadré 2.1. L'encadré 2.2, c'est une autre catégorie d'impôts que vous payez par des chèques différents. Et l'encadré 2.3, c'est plutôt tout ce qui n'a pas été prévu au 2.1 ou 2.2 que vous payez aussi par des chèques uniques. Alors quand vous allez payer vos impôts, c'est un seul guichet, c'est plus comme avant, il faut aller à gauche ou à droite, c'est avec un seul guichet que vous allez déposer votre déclaration. Il faut savoir aussi que ça ne concerne pas l'impôt foncier et les droits d'enregistrement. Donc, incidemment, puisqu'on a un formulaire unique de déclaration, les dates de dépôt des déclarations ont été également aussi modifiées. Alors, comme ça prend un peu de temps, on a prévu un calendrier des obligations fiscales qu'on va vous faire passer chacun afin que vous puissiez prendre note des nouvelles dates de déclaration, de dépôt de vos déclarations et de paiement des impôts. Je vais vous présenter maintenant les mesures techniques qui se dégagent de l'annexe fiscale 2016. Nous avons recensé 3 principales mesures techniques. La première mesure technique concerne l'assujettissement des opérations de transfert d'argent à la TVA. Il a été donné de constater qu'il y a une divergence d'interprétation quant à la nature de la taxe à appliquer à ces opérations de transfert d'argent. Alors je m'explique. Tandis que les établissements non bancaires appliquent la TVA comme l'admet la doctrine, les établissements bancaires, quant à eux, appliquent la taxe sur les opérations bancaires, qui est une taxe qui est dédiée essentiellement au secteur bancaire. Pour corriger cette situation, le législateur, cette année, a décidé d'uniformiser la taxe applicable aux opérations de crédit bancaire, aux opérations de transfert d'argent, pardon. Et désormais, les opérations de transfert d'argent de toute nature réalisées par les entreprises bancaires ou par les sociétés non bancaires sont assujetties à la TVA au taux de droit commun de 18%. Il n'y a plus L'article 5 vient uniformiser le taux applicable aux opérations de transfert d'argent. La deuxième mesure concerne les dispositions relatives à la réduction d'impôts cédulaires en cas d'investissement de bénéfices en Côte d'Ivoire. Là encore, le législateur vient renforcer les conditions d'octroi de réduction d'impôts cédulaires. Le dispositif antérieur, qui est consacré par l'article 110, accordait aux contribuables la possibilité de bénéficier d'une réduction d'impôt lorsque le contribuable décidait d'investir partiellement ou totalement ses bénéfices en Côte d'Ivoire. La seule condition pour cela était de présenter un programme de réalisation. Et sur cette base, il lui est octroyé, si le programme était agréé, il lui est octroyé une réduction d'impôt. Mais dans la pratique, l'administration avait du mal à suivre et à s'assurer que les investissements présentés, les différents programmes d'investissement présentés étaient réalisés. Et donc, le législateur encore vient renforcer les conditions d'octroi de la réduction d'impôt. En plus de la présentation du programme, le contribuable, à la fin de la réalisation de son investissement, doit fournir dans un délai de 2 mois une déclaration de travaux faits et joindre à cette déclaration un état récapitulatif de tous les investissements qui ont été injectés. Et c'est seulement à cette condition qu'ils pourront bénéficier de la réduction d'impôt. Je tiens à préciser aussi que les déclarations non conformes d'investissement donnent une annulation purement de l'avantage prévu. Il y a aussi une amende prévue en cas de fraude qui est égale au montant qui a été imputé.
La dernière mesure technique est relative au régime fiscal des entreprises et au régime de la zone franche. Donc, ces entreprises-là bénéficient d'une exonération totale de tout impôt et taxes auxquels elles sont assujetties. On a constaté, le législateur a constaté dans la pratique que ces entreprises étendaient le bénéfice de ces exonérations aux tiers avec lesquels elles étaient en relation. Et donc c'est une clarification que le législateur apporte en article 20 de l'annexe fiscale 2016. Désormais, les impôts à la charge des tiers de l'entreprise, les impôts à la charge des tiers ne sont pas exonérés d'impôts. Je m'explique. Un salarié employé dans une entreprise établie en zone franche est tenu de payer ses impôts. L'entreprise est tenue de prélever l'impôt sur les salaires de ce salarié. Un fournisseur du secteur informel ou un prestataire de services qui en relation avec une entreprise en zone franche est tenu de subir la retenue de 7,5% appliquée. Et l'entreprise est tenue de prélever cette retenue et de la reverser au trésor public. Seuls les impôts qui ne sont pas à la charge des tiers sont exonérés d'impôts. Les autres natures d'impôts restent redevables à l'État de Côte d'Ivoire. Voici brièvement présenté les mesures techniques de l'annexe fiscale 2016. Je vous remercie. Donc nous voici arrivés aux dernières mesures, les mesures diverses dont j'ai l'honneur de vous présenter. Au niveau des mesures diverses, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord l'institution d'un délai de prescription. L'annexe fiscale vient donc instituer un délai de prescription en matière de remboursement des demandes de crédit de TVA. Et ce délai institué nous dit que c'est un délai de 3 ans. Voilà. Et cette mesure va rentrer en vigueur à partir du 31 mars 2016. De sorte que si vous avez aujourd'hui, je dirais, un crédit de TVA, voilà, qui remonte à 2012, vous avez jusqu'à au 31 mars pour demander le remboursement de ce crédit de TVA. Passé ce délai-là, eh bien, toutes les demandes en rapport avec vos crédits de TVA au-delà de ces périodes-là, de 2013, ne seront plus donc admissibles en remboursement. Ensuite, ce qu'il faut également retenir, c'est que les entreprises nouvellement admises à la procédure de remboursement de crédit de TVA seront également tenues, comme nouvelle mesure, de déclarer leur crédit de TVA au moment de leur éligibilité. Autres mesures diverses, donc ces mesures également qui visent à renforcer des dispositions législatives qui existaient déjà, concernent l'aménagement de la gestion des biens placés sous séquestre. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que de façon générale, c'est que l'administration fiscale était chargée de gérer les revenus qui provenaient non seulement des biens vacants, mais également des biens placés sous séquestre. Également des revenus ou des biens provenant des successions. Et ces revenus-là étaient donc consignés dans un compte spécial, voilà, logé à la direction générale du Trésor et de la comptabilité. Alors ce que on a constaté dans la pratique, c'était que souvent ces fonds étaient utilisés pour faire face à des charges publiques. Et lorsqu'on avait besoin donc de restituer ces fonds, se posait un problème de liquidité. Alors donc pour régler ce problème-là, l'administration fiscale, l'annexe fiscale 2016 a donc décidé de loger ces fonds-là, non plus maintenant à la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, mais plutôt maintenant en logeant ces fonds dans un compte spécial créé au niveau de la Banque nationale d'investissement. Voilà donc cette mesure spéciale qui a été prise. Et bien entendu, ce fonds est géré par le domaine de la conservation foncière. Toujours au titre des mesures diverses,
Nous avons l'aménagement de la retenue de la source d'IGR. Vous savez que généralement, les payeurs, le trésor public versait des sommes à certains contribuables qui étaient donc sous le régime de l'impôt synthétique. Et lors de ces paiements, les entreprises payeurs de l'État faisaient ce qu'on appelait des retenues sur ces paiements. Une retenue au taux de 10%. Donc depuis, je crois, l'annexe fiscale 2007, si ma mémoire est bonne. Alors, ce qu'on a constaté, c'était que cette accumulation de retenues posait d'énormes problèmes. Donc ça occasionnait des crédits à non point fini dans les caisses, dans les livres du trésor de l'État. Donc pour éviter cette accumulation de crédits, il a été donc décidé dans l'annexe fiscale 2016 de mettre comme une pression sur les entreprises soumises à l'impôt synthétique, donc qui faisaient les déclarations d'IGR. On leur a demandé d'opérer ces retenues, d'imputer ces retenues sur la déclaration d'IGR au plus tard dans les 24 mois. De sorte que passé ce délai-là, les entreprises soumises à l'impôt synthétique qui ont subi ces retenues ne pouvaient plus imputer ces retenues subies par les entreprises payeurs de l'État sur leur déclaration d'IGR. Une autre mesure diverse, nous avons la souscription de titres par les entreprises du secteur des télécommunications. Ici, c'est simplement une diversification. Il y avait des dispositions qui obligeaient toutes les sociétés de télécommunications qui envisageaient de transférer à l'extérieur de la Côte d'Ivoire une partie de leurs dividendes. On leur imposait donc de souscrire sur ces dividendes une quotité de 20% du montant donc transféré à l'extérieur. Et ce montant de 20% devait se faire sous forme de bons de trésor. Et on a constaté que dans la pratique, beaucoup se plaignaient parce que cela concernait simplement que cette nature de titres. Alors l'annexe fiscale 2016 est venue généraliser, n'est-ce pas, cette obligation en disant simplement que cette souscription ne devait plus se faire uniquement concernant les bons de trésor, mais également tous les titres émis à l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons aussi un renforcement des moyens de financement de la lutte contre l'insalubrité. Voilà, ça c'est une mesure devant l'enjeu et l'importance de l'insalubrité en Côte d'Ivoire. L'annexe fiscale a décidé donc de donner les moyens financiers à toutes les structures qui sont donc impliquées dans la lutte contre l'insalubrité. De sorte que nous avons par exemple une affectation totale de l'impôt sur le revenu foncier, les produits de l'impôt sur le revenu foncier qui sont désormais, qui étaient jusque-là affectés au budget de l'État, sont désormais affectés en totalité donc pour aider ces structures-là à la lutte contre l'insalubrité. Enfin, l'une des dernières mesures diverses prises par l'annexe fiscale, nous avons celle qui concerne l'aménagement des conditions de recevabilité des états financiers. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que jusque-là, on sait que en Côte d'Ivoire, notre fiscalité est une fiscalité déclarative. Une fiscalité déclarative, de sorte que le contribuable lui-même déclare son impôt, liquide et il acquitte son impôt. Et l'administration fiscale, donc pour contrôler la véracité et l'authenticité de tout ce qui a été déclaré, avec comme moyen, n'est-ce pas, de contrôle les états financiers. Donc c'est ce moyen-là que l'administration fiscale, de façon générale, dispose. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on a constaté dans la pratique que certains états financiers qui étaient déposés n'étaient pas des états financiers certifiés. On le disait notamment parce que vous savez que la plupart des sociétés qui avaient un commissaire aux comptes devaient donc faire certifier leur état financier par le commissaire aux comptes. Et cette procédure, on l'appelait la procédure de certification. Mais on a constaté que dans la pratique, beaucoup d'entreprises déposaient des états financiers qui n'étaient pas certifiés et qui n'étaient donc pas, je dirais, définitifs. Alors,
ce que l'administration fiscale ou l'ANES fiscale a essayé de régler, c'est d'instaurer dans l'ANES fiscale 2016 une obligation de déposer des états financiers certifiés, de sorte que ne seront recevables à partir de cette année, voilà, que les états financiers certifiés. Les états financiers qui ont reçu donc une certification par le commissaire aux comptes. Ça, c'est cette première mesure qui a été prise. La seconde mesure concerne les autres entreprises qui ne passent pas par la mesure de certification, c'est-à-dire qui ne bénéficient pas d'un commissaire aux comptes. Cela, une autre mesure a été mise en place, c'est la mesure du visa. Voilà, c'est une procédure qui, en principe, doit être faite, effectuée par un expert comptable agréé, je dirais, alors des experts comptables. Mais ce que l'ANES fiscale dit concernant ce point-là, c'est que l'ANES fiscale dit qu'il y aura un arrêté du ministre du Budget qui va donc préciser les modalités de ce visa-là. Donc jusqu'à aujourd'hui, il est vrai que, sauf erreur de ma part, cet arrêté n'a pas encore été pris, mais ce que nous savons du comité qui a participé, du comité de réflexion qui a participé à l'élaboration de ce texte, selon les experts comptables, la mission de visa doit être entendue comme une attestation délivrée par un membre indépendant de l'ordre après avoir déroulé les diligences de cohérence et de vraisemblance des comptes. Donc, je vous laisse un peu imaginer ce que cela sous-entend. Alors, la question qu'on se pose, c'est que, est-ce que, indirectement, ce n'est pas une manière de demander à ces autres entreprises-là également d'avoir un commissaire, comme si c'était leur demander les mêmes exigences que celles qui avaient un commissaire au compte. Donc, c'est tout cela qu'on se pose comme question. Voilà ce que je tenais à dire au niveau des mesures diverses concernant l'ANES fiscale 2016. Je vous remercie. Rentrons dans la question exploit technique. J'ai vu que tout à l'heure, les taux d'insatisfaction venaient brutalement des entreprises de téléphonie. Oui, parlons-en. De téléphonie. Alors, c'est vrai, le taux est de 30%, également on a créé, on a modifié certaines taxes, etc. Mais la Côte d'Ivoire était même en retard par rapport à ce domaine, dans ce domaine. Dans la sous-région, nous sommes le dernier pays de l'UEMOA à avoir institué la taxe sur les télécommunications. Et ce taux est modéré de 3%, dans la sous-région pour la moyenne autour de 5 à 6%. Donc ce n'est pas vraiment une nouveauté en tant que telle, et c'est donc une situation que je pourrais dire, n'est-ce pas, qui est normale en tant que telle. D'autres points, il y a des discussions toujours bilatérales avec le secteur des entreprises de téléphonie pour toujours harmoniser un peu les revues, baisser la pression fiscale qu'ils estimeraient assez forte. Mais ce sont des éléments toujours qu'il faut relativiser compte tenu de deux aspects que je ne peux pas dire ici. Mais il faut dire quand même que le secteur de la téléphonie ne peut pas affirmer qu'elle est surimposée par rapport à tout secteur. Mais bon, c'est des éléments qu'il faut tenir compte. Je transmettrai cela à notre hiérarchie pour avoir toujours connaissance de la prise en compte des préoccupations de ce secteur spécifique. Je suis content du taux de moyennement satisfait. Vous pouvez venir. 48%, je dirais 50%. Un contribuable sur deux est satisfait. Je peux déjà être content de cela. Si on ajoute les satisfaits, on tombe à 75%. C'est-à-dire, 75%, ça peut compter 3 contribuables sur 4.
sont satisfaits. Ben, c'est bien. Ça ne me fait pas de l'applaudissement, ça. Voilà. Bon, les insatisfaits, on va essayer donc de réduire au maximum, de sorte que ce soit une poche la plus congrue. Chaque fois, c'est l'effort que nous faisons. Aujourd'hui, on appelle plus les contribuables que c'est des clients. Donc, client, roi, en gros, comme ça. Écoutez, c'est pas évident que quelqu'un qui prenne de l'argent, il donne de l'argent à l'État. C'est quand même un roi. N'est-ce pas? Il n'y a pas plus relatif que cela. Donc, c'est donc, il faut le servir, il faut lui donner une prestation équivalente, une prestation, dans ce sens, l'appeler le bien, l'appeler recevoir pour remplir ses obligations fiscales, c'est là qu'il y a eu des aménagements, la déclaration unique, le paiement des écoles et taxes, la création des dates pour faire des calendriers beaucoup plus allégés, etc. C'est donc des éléments qui sont assez importants. Voilà. Le commentaire que je peux donc dire, que je peux faire donc sur ce camembert, qui est fort enrichissant. Et il faut dire que la DGI fait également ce genre de sondage. Peut-être que ce n'est pas publié, mais c'est fait également dans le sens d'une démarche qualité. L'administration fiscale s'est engagée dans cette démarche-là en vue d'aboutir à la certification de cette procédure énorme, et donc pour pouvoir faire cela avec toujours une de satisfaction. Et dans les centres des impôts, partout des boîtes à suggestions, des boîtes à critiques, vous pouvez remplir, et cela est donc déployé pour voir des écoles de passer. Je félicite donc le tableau des lots pour avoir mené ce sondage qui est très objectif. Alors, revenons maintenant aux questions techniques. Alors, les mesures de promotion de l'emploi. Bon, monsieur, mon ami Gogo l'a mis dans les mesures de soutien, nous l'avons mis dans les mesures sociales. Bon, ben, c'est encore une mesure qui va renforcer les mesures sociales. Merci de voir. Et puis j'ai aimé bien que chaque fois sa ponctuation, c'est une bonne mesure. Chaque fois qu'il finit une mesure, le soutien, c'est une bonne mesure. Le film va passer vraiment, ça disait toujours la même chose. Mais objectivement, de façon même plus inconsciente, je me disais que c'est une bonne mesure. C'est quand on réfléchit maintenant, c'est une bonne mesure. N'est-ce pas? C'est une bonne chose. Merci beaucoup pour cette passe. Alors, la baisse des crédits d'impôt des entreprises. Alors, M. Gogo a fait une critique en disant que les entreprises qui relèvent du régime de bourse d'éthique ont vu leur crédit d'impôt baisser. Mais juste une remarque, le crédit d'impôt qui existait en 2015 pour les entreprises là n'était pas imputable sur l'impôt sur les bénéfices industriels commerciaux. C'était imputable sur le employeur. Et l'impôt d'éthique, comme si vous donnez 1 million imputé, combien de salaire va payer, pour imputer combien, c'est quasiment inutile. Donc nous avons plutôt institué, c'est pas une baisse, institué un crédit d'impôt imputable sur l'impôt synthétique, la cotisation de l'impôt synthétique. C'est égal, n'est-ce pas, à ce montant, il n'y a pas de baisse. Donc il y a avoir un montant assez élevé, 600 000 francs, qui était imputable sur la contribution employeur qui était quasiment insignifiante. Et maintenant, vous, il est imputé sur notre cotisation de l'impôt synthétique. Je crois que c'est bon à prendre. Alors, l'exonération de la contribution employeur sur 2 ans. Mais ce n'est pas une nouvelle mesure, hein. C'est l'existait déjà à l'article 136 du Code général des impôts. C'est juste ce qui est nouveau, c'est que maintenant, cette mesure s'adresse maintenant aux personnes qui ne sont pas dans leur primo-emploi, c'est-à-dire qui ne sont pas, ce n'est pas le premier emploi. Donc les personnes qui ont été en chômage, qui sont embauchées, voilà donc le principe d'exonération sur 1 an. Pour les primo-emplois, c'est 2 ans. Alors, l'exemption de TVA sur l'industrie minière, pétrolière et les sous-traitants. C'est important de revenir sur ça. Gogo a parfaitement raison, on n'a pas pris en compte les sous-traitants de la minière. Elles, ces entreprises-là continuent de bénéficier du régime antérieur, c'est-à-dire au régime des attestations. J'explique comment le nouveau régime de l'entreprise pétrolière et minière et sur les sous-traitants des entreprises pétrolières.
Les demandes d'attestation d'exonération sont formulées de façon, disons, quotidienne, quasi quotidienne. Celui qui est là en ce moment, qui gère, c'est un ami, il a la sous-direction de l'activité pétrolière. Il a encore à signer des attestations qui datent de 2013. Et même si on le libère de toute notre activité, rien que pour faire cela, il n'aurait pas encore fini jusqu'à 2017 ans. Ça veut dire que le nombre de demandes est exorbitant par rapport aux ressources affectées. Il fallait affecter un plus grand nombre de ressources, mais ça ne va pas suffire. Donc il fallait trouver une solution pour fluidifier un peu la procédure d'exonération de ces entreprises qui sont importantes, si vous voulez dire. En même temps, les rendre avec beaucoup plus de célérité. C'est pourquoi on dit l'attestation unique. Effectivement, en début d'année, l'entreprise pétrolière et ses sous-traitants et l'entreprise minière font une demande d'attestation qui est valable pour une année, dans laquelle il y a, on dit, n'est-ce pas, que le directeur général des impôts de telle entreprise est sous-signitant, n'est-ce pas, certifie que telle entreprise bénéficie de l'exemption des TVA sur ses achats entrant dans le cadre de son exploitation. En bas, donc cette attestation est remise, puisque monsieur, l'attestation ne sera pas, elle est photocopiée et avec une partie réservée à l'entreprise pétrolière, c'est-à-dire aux bénéficiaires et aux fournisseurs. Donc, photocopier, vous y mettez des éléments d'identification, des stickers, et les délivrer, n'est-ce pas, aux fournisseurs. Donc, à partir de là, fournir, produire, n'est-ce pas, ces produits ou ces prestations en franchise de taxes sur la valeur ajoutée. Et donc, il y aura autant d'attestations qu'il y a de factures mises à chaque fois. Et donc, les stickers sont donc là-dessus, ça sera pour expliquer un peu ce que. À la fin du mois, l'entreprise qui a fourni l'attestation doit joindre à l'appui de sa déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée un état récapitulatif des achats, enfin des ventes, n'est-ce pas, qui ont été faites dans ce cadre-là, en exonération des TVA. Quant à l'entreprise pétrolière et ses sous-traitants, ainsi que l'entreprise minière, est publique de façon trimestrielle des achats qui ont été faits dans ce sens-là, de façon trimestrielle, tel que va le la DG. Et le groupement permet toujours de voir ce qu'il y a, ce qui est compris. Mais en cas de biens qui ne sont pas compris dans la liste des exonérations ou bien qui ne sont pas liés directement à l'exploitation, en ce moment, donc, l'entreprise pétrolière et les fournisseurs sont absolument relevables de la TVA. Alors, maintenant, au disque, je pense que M. Wabi a vraiment répondu à la question sur le troupeau, sur les pâtes, c'est ce qui est propre à la consommation. Mais il va y avoir un commentaire administratif et c'est cela. Et en attendant que la commission soit mise en place, l'arrêté est en cours de rédaction pour faire la commission et c'est la commission qui puisse également préciser tous les différents éléments qui vont donc faire apporter les informations. Alors, les mesures de renforcement de moyens d'État, les mesures d'immatriculation des entreprises. Alors, Didier Sow a présenté ces mesures-là. Les entreprises qui, avant le 30 avril, viennent se déclarer aux impôts ne paieraient pas d'amende aux impôts. Les impôts, en fait, ceux qui existent dans l'illégalité. Alors, vous ne paierez pas, vous ne donnera pas d'arrêt d'impôt, vous ne cherchez en vous. C'est une sorte d'amnistie. Ça se fait dans d'autres pays. Les personnes sont venues, n'est-ce pas, se déclarer spontanément. Mais après le 30 avril, c'est évident, on a laissé être en amnistie. Avec toute amnistie, celui qui ne peut pas venir, c'est que vraiment c'est des églises pour toi. Donc, les sanctions appropriées sont prévues dans ce sens-là. L'exhorte l'entreprise à venir se faire immatriculer, se déclarer. Donc, une crainte, c'est pas un piège. Tu ne vas pas pour le dire. La loi est claire.
par les députés. Donc, pour l'aide fiscale est facile. S'entend bien, les entreprises, non encore immatriculées. C'est même une certaine d'autres même peuvent prier la justice, mais moi j'ai toujours payé les impôts, mais c'est une mesure de faveur pour inciter à venir se faire calculer. Et tout cela pour le sens de l'élargissement de l'assiette dont on parle longtemps, pour que la pression fiscale soit beaucoup plus répartie comme une onde sismique entre les différentes entreprises. Alors, les sessions d'action, on peut poser la question de savoir si les fonds de comment on a dit ça, les fonds d'investissement sont concernés. Bon, le dispositif est clair là-dessus. Hein. Les entreprises qui font profession de faire ce genre de transactions là ne sont pas concernées. Je vais vous dire exactement. L'article 12 dit ceci, sont exonérées les cessions de droits sociaux réalisées par les sociétés dont l'activité consiste en l'acquisition, la gestion et la cession de droits sociaux d'autres sociétés. Ce n'est peut-être pas dans l'esprit de motif, mais c'est dans le texte. Donc ces entreprises-là sont donc exemptées dans ce sens-là. Alors pourquoi, comment poser la question de savoir qu'est-ce qui motive cela? Cette situation est motivée par le fait qu'il y a eu beaucoup de contentieux sur la cession des droits sociaux. Certains assimilent la cession massive des droits sociaux à une cession d'entreprise vraiment déguisée. Et donc, l'entreprise fiscale peut tenter de réqualifier cela. Donc, la notion de massive, tout cela n'était pas totalement bien cerné. Donc, pour éviter tous ces erreurs d'interprétation, ces contentieux qui essaient de la mauvaise interprétation de ces dispositifs-là, on a donc dit que tout ce qui est cession qui n'apporte pas création d'une personne nouvelle ou cession d'actifs, n'est-ce pas, entière à un tiers, donc n'est-ce pas, soit soumis à un plan d'enregistrement très minime de 1%. Anciennement c'était 10%. Anciennement c'était 10%, 2%. C'est juste pour pouvoir d'abord crédibiliser cette opération-là. Ensuite, on ouvre les aspects budgétaires, certainement, pour vraiment, disons, clore tout contentieux sur cette question de cession. Alors, la question récurrente de la TVA ou la TOD sur les transferts de fonds, c'est une question qui est récurrente, qui a fait l'objet de plusieurs commentaires et qui a fait l'objet d'une note de service en mai 2015 où il disait expressément que les transferts de fonds sont pas sujettis à la taxe de valeur ajoutée et non à la TOD. Parce que vous trouvez une situation où il y a rupture d'équilibre, rupture d'égalité. Des entreprises qui ne sont pas bancaires qui assujettissent leur commission de transfert des fonds autour de la TVA à 18%, et les banques ou leurs représentants ou leurs data agréés qui sont, eux, prennent 10%. Forcément, c'est une rupture de la concurrence représentante. Et en aucun moment, il n'a pu démontrer que le transfert de fonds est une activité exclusivement bancaire. Nous avons parcouru dans la bancaire, sauf si je me trompe, en tout cas, il faudrait sortir de nous. Alors il faut dire ceci, quand on parle de tout transfert, c'est le transfert de fonds, les virements de compte à compte, et tout ça se passe. Quand on parle de transfert de fonds, c'est-à-dire le transfert de fonds soit par les compagnies que nous connaissons qui sont millions sur eux, ou bien le transfert de fonds par mobile, par téléphone, etc. C'est ce genre de fonds qu'on donne. Il ne faut pas l'extrapoler à d'autres opérations bancaires qui elles restent n'est-ce pas, purement dans leur
mission, dans leur activité bancaire. Sur le commentaire administratif, pour que vous élaborez, on va donc venir préciser, on va vous donner une interprétation. Alors, ce dispositif a un caractère interprétatif. Ce n'est pas une nouvelle disposition, comme on l'a dit. Ça devait être même une interprétation logique. Mais comme il y a des divergences d'interprétation, cela a entraîné cette décision par le législateur. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu personnel local ou ivoirien, je n'ai pas compris. Le texte pour les personnes locales. En ce qui concerne les embauches, c'est personnes locales, les contrats locaux. Donc, ce type de contrat va être prévu par la GEP. Ce n'est pas une question de nationalité. Ça peut être la nationalité, mais également, c'est surtout la nature, c'est lié à la nature du contrat d'embauche. Bon, je vois bien répondre à la question de 205 000 francs, effectivement. Si vous faites des acquisitions en espèces au-delà de 205 000 francs, fractionnées ou non fractionnées, l'ensemble de la charge ne peut autoriser à être déduite pour la détermination du résultat imposable. C'est ma facture, effectivement. La facture qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a dessous, c'est 205 000 francs si c'est payé à l'espèce. Alors, vous pouvez le payer par chèque, vous pouvez payer par carte monétique, etc. Tous les moyens de paiement, à l'exception du paiement d'espèces. Le sens de ce dispositif, c'était de voir, parce qu'il y a beaucoup de transactions souterraines qui échappent à toute opposition. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que une personne d'une nationalité payait son loyer de 7 millions de francs CFA en espèces. C'est déjà lourd. C'est déjà fois léger. Ça, c'est un chèque, c'est plus léger que si vous venez ici, vous devez payer par chèque, ça reste des traces. Et ça participe de la bancarisation du pays et puis ensuite de la traçabilité d'une économie moderne. Nous sommes une économie numérique, il faut la licence là, soit par chèque, soit par paiement. Bon, l'hygiène. Alors, le communiqué ASC était clair là-dessus pour préciser un peu la notion si l'hygiène est supprimée ou non. Donc, bien que l'hygiène n'est pas supprimée. C'était une interprétation erronée qui a fait croire que l'hygiène est supprimée. L'IGR est bel et bien maintenu sous sa forme actuelle, mais des réflexions sont en cours pour voir un peu son aménagement, sa réforme et même sa suppression, mais dans d'autres sens. Pour le moment, dans l'état de dispositif, l'IGR reste appliqué, l'IGR reste applicable. Voilà, si cela a été intermédiaire, je pense que le communiqué aurait été fait abondamment dans ce sens-là pour clarifier cette question. Je crois que nous avons fait le tour de toutes les questions. À moins qu'il y ait encore d'autres questions. Sinon, je vais gagner ma place. En tout cas, chers clients, M. Kamagaté, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir dans le cadre de la présentation de l'année fiscale. On a été heureux que vous ayez été aussi nombreux que les années précédentes. On a été aussi très heureux de la justesse, de la clarté des réponses qui sont régulièrement données par l'administration fiscale. Je voudrais remercier en votre nom M. Kamagaté et à travers lui les responsables de la direction générale des impôts, pour lesquels je formule des vœux de santé et de prospérité pour leurs différentes activités, et pour leurs familles et pour leurs proches. Pour vous également, nos clients, j'aurais dû faire à l'entame de mon propos, vous présenter nos vœux les meilleurs de santé, de prospérité avec nous, on l'espère, de développement de vos différentes activités. Je pense qu'on a eu le temps d'échanger sur des questions. On a encore le temps d'échanger sur ces questions. M. Kamagaté se tient disponible durant le cocktail pour répondre aux questions que vous n'avez pas pu poser. Et c'est sur ces mots que je vous remercie et je vous invite à passer au cocktail. Je vous remercie.